Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom du Musée de la Main, je vous accueille ici ce soir pour cette dernière rencontre du cycle de conférences La conscience sous contrôle, qui a été co-organisée, pour ceux qui ne le savent pas, par l'Institut des humanités en médecine Chuvinil et par l'Institut de psychologie à l'UNIL, donc l'Université de Lausanne, en lien avec l'exposition Dans la tête, une exploration de la conscience qui est actuellement présente ici au Musée de la Main. Avant de leur passer la parole, je voulais, vu que c'est la dernière soirée, remercier chaleureusement Aude Fauvel et puis aussi Rémi Amourou pour leur collaboration. Il faut savoir que c'est eux en fait qui ont choisi les sujets, les thématiques de ce cycle de conférences, qui ont aussi pris tous les contacts avec les intervenants. Et je voulais vraiment les remercier chaleureusement parce que ce cycle de conférences a eu beaucoup de succès ici chez nous. Et peut-être que ça ouvrira de nouvelles perspectives ou de nouvelles collaborations pour la suite des expositions Musée de la Main. Alors, par rapport à cette... merci. Merci pour eux surtout. Je vais donc leur passer la parole pour qu'ils puissent même vous présenter le sujet de ce soir et aussi les deux intervenants qui vont faire le plaisir de partager avec nous leurs connaissances. Merci Martine. Alors je suis ravie de voir que vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux au rendez-vous. Je dis tout de suite que, alors oui, c'est la dernière pour cette série, mais il y aura des suites. Et notamment, il y aura une suite festive durant laquelle on vous présentera ce qui vient dans l'intervalle. Le 31 octobre, donc ça ne vous échappera pas, c'est Halloween, où on vous invite à l'Institut des humanités en médecine. Donc pas ici, mais Métro Malais, vous avez l'adresse derrière moi, à laver votre cerveau. Pour ceux qui sont venus aux premières inaugurations de la conférence, vous savez qu'il y a toujours une surprise. La première fois, c'était un mentaliste prestidigitateur. Donc là, ce sera la même chose, toujours dans un support grand public et autour d'objets scientifiques sérieux, mais tout de même donc une occasion festive de terminer et de clôturer la chose. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse internet qui est dans mon dos, ou bien directement, et notamment, je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas internet, vous pouvez vous inscrire à l'ancienne sur la feuille qui est derrière vous. Il y a un stylo au fond de la salle. Voilà, ceci étant dit, oui. Si je peux me mettre l'adresse, pas tout à fait, si jamais c'est avenue de Provence 82. Ah, voilà. Pardon, alors c'est un lapsus, je suis française. Avenue de Provence, oui, alors. Voilà, donc le pouvoir de l'inconscient qui vient de se manifester immédiatement, ce qui me permet justement un fil conducteur et une transition vers le thème de ce soir, qui est le thème des rêves et des rêveries incontrôlées, comment les rêves nous contrôlent et éventuellement comment on peut les contrôler. En tout cas, ça c'est une des questions que vous pourriez éventuellement demander. Et comme à notre habitude, un duo de choc entre une historienne et qui vous parlera un petit peu de comment cette problématique a émergé, et puis en réalité tout ça a une actualité aujourd'hui, et en deuxième partie une psychologue, Daniela Yob, qui viendra vous parler des recherches qui sont faites autour de ces sujets. Alors sans plus attendre, je vous présente la première personne, Jacqueline Carrois, ici présente. Je me permets de dire que Rémi Amourou, l'autre coordinateur, et moi-même sommes des disciples de Jacqueline Carrois. Nous avons tous les deux fait notre thèse avec Jacqueline, qui est en quelque sorte notre maître Jedi. Donc vous pouvez voir dans mon dos certaines des publications sur les possédés, les sujets un peu, disons, du merveilleux psychique, ainsi que ces publications collectives sur des sujets très variés autour de l'histoire de la psychologie, notamment des objets un petit peu bizarres qui ont pu être étudiés par les psys, et plus spécifiquement pour ce qui concerne ce soir, les publications de Jacqueline autour des rêves, et en particulier ce livre, Nuit savante, publié en 2012, qui a fait un tabac éditorial en France, qui a même été commenté dans le Canard enchaîné, donc vous pourrez demander à Jacqueline pourquoi, mais également des publications ici en Suisse, par exemple des récits de rêves, comme celui de Gabriel Tard. Si ce livre vous intéresse, éventuellement vous avez la possibilité de l'acheter. Et donc ce soir, Jacqueline va revenir sur cette question et nous montrer comment a émergé cette thématique du rêve qui nous contrôle et comment. Il y a
à l'appui de cet exposé un exemplier. Je remercie Jacqueline. Oui, alors je vous ai mis un exemplier parce que je trouve que c'est plus pratique, c'est plus facile de lire et je vais partir de deux textes. L'un qui est très connu et qui est un texte classique dans la littérature du XIXe siècle, à savoir le texte de Nerval, Aurélia, et puis donc un texte médical de 1890. Donc je vous rappelle que Aurélia date de 1855. Alors, et dans les deux cas, les deux thèmes qu'on va trouver dans ce recueil de textes, donc ce sera le thème. Je reprends ici une très belle expression de Nerval que vous avez dans le texte, donc l'épanchement du songe dans la vie réelle. L'épanchement du songe dans la vie réelle. Donc l'épanchement, c'est un terme médical qui veut dire quelque chose un écoulement pathologique. Par exemple, on parle d'épanchement de synovie à propos du genou. Et je rappelle que Gérard de Nerval était un fils de médecin. Il s'appelait Labruni. Nerval étant un pseudonyme. Alors, je vais reprendre ici le texte de Nerval. Vous l'avez ou pas? Je vais le lire alors. Donc, Nerval publie Aurélia, qui est son dernier texte, c'est-à-dire qu'il publie la première partie d'Aurélia en 1855 dans la Revue de Paris. Ensuite, alors il fait des séjours donc dans une maison de santé, pas dans un asile psychiatrique, dans une maison de santé, la maison du docteur Blanche à Paris. Et puis, il erre dans Paris et finalement, il se suicide, comme vous le savez. Et ensuite, la Revue de Paris publie la deuxième partie d'Aurélia à titre posthume. Donc c'est vraiment un texte testament. Alors, Aurélia, donc je vous le rappelle, c'est une femme qu'il a aimée, une actrice, Jenny Colomb, qu'il idéalise et qui est morte. Et donc il part à sa recherche et donc elle apparaît dans ses rêves. Alors, vous avez ici l'incipit d'Aurélia, c'est-à-dire le début du texte, qui est très très connu, mais en même temps, je crois, très important. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire et de cornes qui nous séparent du monde invisible. Alors ça, c'est une allusion donc à ce que disait Homère et ce qu'a dit aussi Virgile, à savoir qu'il y a deux sortes de rêves. Il y a les rêves qui passent par les portes de cornes, et ce sont les rêves vrais, les rêves qui ne mentent pas, et il y a les rêves qui passent par les portes d'ivoire, et ce sont les rêves faux et qui trompent. Et bien sûr, les rêves vrais, ce sont ceux qui annoncent l'avenir dans l'Antiquité. Alors, donc, Nerval va décrire l'engourdissement du sommeil, donc, et le passage au fond de la veille au sommeil. Donc c'est un très beau texte. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Donc vous le voyez, un trajet qui se fait dans une zone intermédiaire où l'on ne sait pas où est la veille et le sommeil, d'où l'expression de limbe. Les limbes, c'est un lieu intermédiaire où vont les nouveau-nés qui n'ont pas été baptisés, ou bien encore les hommes du passé avant l'apparition du Christ. Donc vous voyez, vous avez là un vocabulaire évidemment religieux. Et donc, c'est le monde des esprits. Alors, ensuite, Nerval, là on est dans le rêve, et ensuite Nerval va décrire l'entrée dans la maladie, qui est aussi décrite comme un rêve. La maladie est aussi un rêve,
Et c'est là qu'apparaît donc la fameuse expression « Ici a commencé pour moi ce que j'appellerais l'épanchement du songe dans la vie réelle ». Ça veut dire que le rêve, là, va infiltrer, et on ne saura plus distinguer entre le rêve et la réalité. Et Nerval donc va décrire de façon poétique, mais en même temps réaliste, donc ce passage donc au rêve et cet épanchement. Et il va en même temps présenter cela comme un témoignage pour ses lecteurs. Si je ne pensais que la mission d'un écrivain est d'analyser sincèrement ce qu'il éprouve dans les graves circonstances de la vie, et si je me proposais un but que je crois utile, je m'arrêterais ici, et je n'essaierais pas de décrire ce que j'éprouvais ensuite dans une série de visions, pardon, c'est moi qui ai mal tapé, dans une série de visions insensées peut-être, ou vulgairement maladives. Alors vous voyez ici que là, vous avez une indécision. On ne sait pas si ces visions sont donc des vraies visions, des visions insensées ou carrément maladives. Et le récit est écrit comme l'équivalent d'un témoignage sur sa propre folie. Alors, à la fin d'Aurélia, donc, la fin d'Aurélia, c'est en quelque sorte la guérison du narrateur. En fait, guérison qui n'en est pas une, puisqu'on sait que Nerval se suicide, mais c'est la guérison puisque, de nouveau, il n'y a plus d'épanchement du rêve donc dans la vie réelle, mais il retrouve des rêves. C'est-à-dire qu'il retrouve des rêves avec réveil. Et c'est donc apparemment, à la fin du texte, un signe de guérison. Et en même temps, il retrouve, alors il est donc dans un asile, plutôt dans cette maison de santé, c'est une maison de santé privée, ce n'est pas un asile public. Donc il est dans cet asile avec ses meubles, avec ses livres, enfin c'est ce qu'il explique. Et donc dans cet asile, il rencontre un autre fou, donc Saturnin. C'est évidemment Saturne, le dieu Saturne, le dieu de la folie. Et il se retrouve donc prenant soin de ce Saturnin, qui est comme une sorte de confrère pour sa maladie. Et en même temps, il remercie, mais de façon ambiguë, le directeur, le responsable de la clinique, donc le docteur Blanche, de façon ambiguë, puisqu'il dit à la fois qu'il est sorti de la folie et en même temps qu'il a fait un voyage aux enfers, une descente aux enfers, qui l'a amené à autre chose. Donc c'est à la fois la folie en tant que maladie mentale, mais aussi quelque chose donc qui l'a initié à autre chose. Donc je reprends ce terme d'épanchement du songe, et je vais le reprendre cette fois-ci. Oui, c'est là. Je vais le reprendre dans deux cas décrits par Philippe Tissier. Vous avez donc sans doute les textes devant vous. Donc c'est en 1890. Donc là, on se situe à Bordeaux. Philippe Tissier est un médecin de Bordeaux et il croit avoir découvert une nouvelle pathologie, donc la pathologie des rêveurs éveillés, d'un rêveur éveillé qu'il appelle Albert. Donc, je vous renvoie ici au texte, donc on va le lire ensemble. Le hasard de la clinique m'a permis d'étudier un phénomène donc, qu'il intitule Hystérie avec une manifestation ambulatoire sur Albert. Le cas n'étant pas connu, j'ai été obligé de créer une classification sous la rubrique de captiver. Donc, vous voyez qu'il veut créer une nouvelle symptomatologie, c'est-à-dire c'est l'homme qui est captivé par ses rêves et qui ne peut pas donc résister à l'activation de ses rêves. Ce malade entend parler à l'état de veille d'un pays ou d'une ville à voir.
Il en rêve pendant la nuit et le lendemain, presque toujours le matin, il part pour ce pays ou pour cette ville. D'autres fois, le rêve, que rien n'a provoqué, suffit à lui faire abandonner sa famille et ses intérêts. Il est alors dans un état de somnambulisme diurne qui dure de 1 à 8 et 10 jours, et même plus. Donc, c'est un rêveur, c'est un somnambule aussi, somnambule à l'état de veille. Donc là, c'est toute l'époque où on parle d'hystérie, d'hypnose, de somnambulisme provoqué. Et donc Albert va faire des voyages dans toute l'Europe. Il va notamment, par exemple, aller en Russie, il va passer en Suisse, et à chaque fois, il est dans l'automatisme, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, et c'est toujours à partir d'un rêve, et ces errances donc prennent la forme d'un rêve. Alors, ici, il y a un débat avec Charcot, qui est donc le grand neurologue de l'époque, le grand médecin de l'époque. Monsieur Charcot, qui a vu ce malade, le traite d'original. L'originalité poussée à ce point devient un cas pathologique. Voici d'ailleurs la suite de l'observation de ma thèse, etc. Là, donc, vous voyez qu'il y a débat, c'est-à-dire que Tissier veut créer une nouvelle maladie, veut créer une nouvelle nosologie, donc qui est celle du captivé, et Charcot dit mais non, c'est juste un original. Alors, ce cas est très intéressant car il nous renvoie au fond aussi au contexte social de l'époque, à savoir que c'est un moment où se développe le goût des voyages et le goût du tourisme. Et donc, Albert, à certains égards, rêve à partir de récits de voyage et à partir du tourisme. Et en même temps, Albert est aussi une double vie. A aussi une double vie comme Nerval, hein, au début. Enfin, c'est pas dans le même sens, mais c'est quand même un peu c'est un peu proche. Et cette double vie, donc, c'est que à la fois il est dans un état de veille et à certains moments il est dans un état de rêve, et c'est dans cet état-là qu'il fait ses fugues. Alors, je vous donne un autre exemple. Oui, ça va, c'est. Donc, un autre exemple, toujours chez Tissier. Donc, Tissier va donner beaucoup d'exemples de captivés, et notamment, il se présente parfois lui-même comme un captivé. C'est-à-dire que le docteur Tissier est un captivé. Par exemple, il fait un rêve la nuit, et puis, dans la journée, ce rêve reparaît. Donc, et il donne un exemple, alors qui m'a paru intéressant de vous donner. C'est Monsieur Baillarger rêve une nuit qu'un de ses confrères prend la direction d'un journal de médecine. Le lendemain, il annonce la nouvelle à toutes les personnes qu'il a rencontrées et qui peuvent s'inspirer, qui peuvent s'intéresser à cette question. Cependant, la chose n'existait pas, et ce n'est que devant les faits qu'il reconnut se tromper. Il se rappela alors le rêve qu'il avait eu et qu'il avait vécu pendant plusieurs heures. Et en dessous, il indique communication orale de monsieur le docteur Régis. Alors, qui est Baillarger ? Baillarger, donc, c'est un très grand aliéniste, un très grand psychiatre du XIXe siècle. Je vous donne ses dates, 1809-1890. C'est un membre de l'Académie de médecine, donc vous voyez que c'est un grand personnage. Et donc, on raconte sur lui cette histoire. Vous voyez que c'est l'aliéniste maintenant qui est un captivé. Et celui qui raconte cela, c'est Emmanuel Régis, qui est lui aussi un médecin de Bordeaux, et un psychiatre, et qui a donc été sans doute l'élève de Baillarger, et qui rapporte cette anecdote médicale, donc, qui érige Baillarger en captivé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Baillarger s'était intéressé justement ce qu'il appelait les rêvasseries, ce qu'appellera un de ses amis, Alfred Maury, donc les hallucinations hypnagogiques, c'est-à-dire donc tous ces états de sommeil intermédiaires, d'assoupissement, si vous voulez, dans lesquels on passe de la veille au sommeil. Voilà donc Baillarger, vous le voyez, lui-même étant un captivé. Mais bien entendu, Baillarger... Alors là, il y a un sort... Oui, il y a
un sort sur ce... Donc, mais bien entendu, Baillarger n'est qu'un captivé très temporaire, puisque c'est quand même un grand médecin et il ne peut pas être vraiment un captivé. Alors, ce qui est intéressant, et Tissier va finir par des exemples beaucoup plus durs. Il va donner, par exemple, comme cas, celui d'un gendarme qui assiste à une exécution capitale, enfin, en vue de la guillotine, et qui ensuite donc en rêve la nuit, et qui ensuite développe une sorte de délire parce qu'il a peur d'être guillotiné. Donc il développe une angoisse de la guillotine. Donc on voit une sorte de gradation dans les captivés. Alors, donc ce que je vous ai présenté là, c'est une catégorie nosologique qui est propre au XIXe siècle, qui n'a pas eu un énorme succès parce que, il faut bien le dire, Tissier n'était pas un grand médecin, donc généralement les nosologies marchent quand c'est un grand médecin qui les soutient. Il y a aussi des rapports de pouvoir qui existent et qui soutiennent cela, hein, et on n'ose pas contredire un patron de médecine. C'est moins difficile de contredire un simple médecin de Bordeaux lorsqu'il avance la nosologie de captiver. Il n'en demeure pas moins que cette nosologie est intéressante car elle nous permet au fond de nous interroger sur le contexte et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est pas une question psychologique que je poserai là, c'est plutôt une question historique ou sociologique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment une nosologie prend, et qu'est-ce qui fait aussi qu'à un moment une nosologie disparaît et devient démodée, parce qu'il y a aussi des modes. Et je pense en particulier, alors je vais finir là-dessus, donc à quelqu'un qui a étudié les doubles personnalités, c'est Adrien Proust, le professeur Adrien Proust, qui était le père de Marcel Proust. Et dans Le Temps retrouvé, donc le dernier roman de la recherche du temps perdu, on assiste donc à une conversation, je passe sur les détails, où on se moque des doubles personnalités qui sont complètement désuètes. Alors, par cela même, je pense que Proust peut-être se moque de son père, puisque son père avait justement publié un cas de double personnalité. Donc, c'est une manière peut-être de rappeler l'histoire médicale de son père. Mais je crois que c'est intéressant puisqu'on voit là quelque chose qui n'a plus fonctionné, qui est devenu donc une sorte d'objet de moquerie. Ces captivés du XIXe siècle, on ne les voit plus désormais. Alors, je signale aussi que ce sont plutôt les hommes qui font des fugues automatiques. Les femmes, elles sont des doubles personnalités, mais elles restent chez elles. Là, on voit aussi une opposition entre le masculin et le féminin. Hein. C'est-à-dire que la femme, elle reste chez elle, et l'homme, il s'en va, il devient un errant, comme a pu l'être aussi d'ailleurs Gérard de Nerval, qui se qualifie dans Aurélia d'errant. Voilà, je laisse la parole à ma collègue, je pense que j'ai... Merci beaucoup. Donc, on va laisser la professeure Danielle Ayob s'installer. Du coup, c'est sur cet ordinateur-là ou c'est... Donc, je vais la présenter brièvement pendant qu'elle installe son ordinateur. Je remercie Jacqueline Carrois pour ce premier exposé. Et puis maintenant, on va voir après avoir vu donc un échantillon finalement historique, on va voir aussi des présentation d'un phénomène, on verra les liens, on pourra discuter ces liens peut-être tout à l'heure. Mais avant, je meuble un peu pour qu'elle puisse installer sa présentation, qu'elle puisse être tranquille. Voilà. Et avant, je vais vous présenter brièvement la professeure Danielle Ayob, donc, qui est a priori n'était pas destinée à s'intéresser aux rêves. C'est une professeure de psychologie du développement, qui est une spécialiste plutôt du sujet âgé, et plus précisément des centenaires,
du vieillissement réussi, pas forcément du vieillissement raté, aussi du succès du vieillissement et des études de population centenaire un peu partout dans le monde, et qui s'est intéressée à un phénomène un peu étonnant dont elle va nous parler aujourd'hui, qui n'a pas réellement de traduction française. Je crois que la traduction qu'on peut trouver, c'est rêverie compulsive, rêverie diurne compulsive. On trouve des fois ça au Canada. Mais elle va nous expliquer un peu ce phénomène. Elle va nous expliquer aussi comment elle a été amenée à s'intéresser à ces rêveries, puisqu'a priori, comme je l'ai dit, elle n'est pas destinée à s'intéresser aux rêves. Merci beaucoup Rémi pour l'introduction. Bonsoir. C'est la première fois que je parle de ce thème qui était un peu un loisir pour moi, mais je suis vraiment fascinée par la présentation qu'on vient d'écouter parce qu'il y a beaucoup de parallèles, alors je trouve que c'est impressionnant. Alors pour en commencer, comme Rémi a dit, moi je ne suis pas vraiment une clinicienne, je m'intéresse au développement des personnes. Et j'avais pensé que je pourrais commencer comme une petite histoire aussi. Alors moi, il y a des années, je travaillais à New York et à la Fordham University. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui était une de mes étudiantes, Jane Dickinson. Et elle m'a approchée en me disant, écoutez, j'aimerais bien écrire un travail de bachelor avec vous. J'avais quelque chose quand j'étais un enfant et ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. J'aimerais bien que vous m'aidiez à étudier cela. Alors de toute façon, ce qu'elle me racontait, c'est que pendant, elle était 4 à 10 ans, elle était très prise par des rêves qu'elle se construisait dans sa tête. Alors par cette activité des rêves diurnes, elle marchait dans le jardin, elle marchait dans... Je fais comme ça ? Oui, je prends l'instrument. Non, pardon, je fais comme ça. Alors elle marchait dans le jardin de ses parents, elle faisait des ronds. Elle avait une ficelle avec laquelle elle jouait en même temps et elle passait des heures à faire cela. Bien sûr, les voisins étaient un peu étonnés, les parents se faisaient des soucis et c'était un peu son histoire. Et tout d'un coup, à un moment, elle était prise chez un psychiatre, elle a reçu un médicament et ça s'arrêtait. Mais c'était vraiment une expérience qui l'a prise beaucoup. Au moment où moi je l'ai rencontrée, elle avait déjà fini ses études à Harvard University, une chose qui était sûrement pas possible avec ce type de loisirs. Alors, on a commencé avec la première étude qui portait sur ce thème, la première étude systématique sur la rêverie compulsive, maladaptive daydreaming. Et si ça vous intéresse plus, son cas a été maintenant décrit dans un journal qui est assez connu aux États-Unis, The Atlantic, où vous allez retrouver son histoire un peu personnelle sur ce phénomène. Dans ce contexte de m'intéresser à ce thème, on a trouvé qu'il y avait aussi pas mal d'autres personnes qui avaient apparemment ce type de trouble. Et comme vous voyez, il y a plusieurs réseaux sur le MD, sur les rêveries compulsives, en lien. Le plus grand, c'est le Mild Minds Network, avec plus de 10 000 des participants. Alors, c'est apparemment un trouble qui affecte pas des individus singuliers. Et en plus, il y a aussi pas mal des communautés françaises où des gens rencontrent des autres gens qui ont les mêmes troubles. Tout à fait étonnant que ce n'est pas seulement eux qui ont ce type de trouble. Alors, à partir de cela, Jane nous a rencontré, a fait la connaissance aussi d'un autre monsieur, de Eli Sommer, qui était la première personne, c'est un professeur de Haifa University, la première personne qui a décrit ce type de trouble. Et on a commencé à faire cette étude ensemble, et depuis là, on fait des collaborations. Et jusqu'à maintenant, ça nous a donné beaucoup de plaisir, beaucoup de l'intérêt aussi dans la communauté scientifique, comme vous voyez avec les articles. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'un côté, ce sont des recherches qualitatives qu'on a fait sur le phénomène pour mieux comprendre ce que ça pourrait être. En plus, on a développé une échelle avec laquelle on peut mesurer ce type de trouble. Et en plus, nous avons aussi essayé de mieux comprendre dans quelle mesure de maladaptive daydreaming, c'est vraiment une nosologie pas encore connue ou sous-estimée, mais comme j'entends bien, il nous faut peut-être un patron fort qui nous aide à mettre ça dans des systèmes de catégorisation. Alors comment est-ce qu'on
On peut définir maladaptive daydreaming. Alors, c'est une activité fantasmatique intensive qui remplace l'interaction humaine et ou interfère avec le fonctionnement académique, interpersonnel ou professionnel. Ça, juste pour commencer, comme définition. Et juste pour vous donner un petit plus une idée, je vais vous lire une petite vignette de cas. Voilà, alors Anne est une étudiante de 23 ans qui se débat avec son travail scolaire à cause de graves problèmes de concentration. Elle préfère toujours être seule dans son chambre où elle s'engage dans les rêveries concernant son amitié avec un star du rock. Elle apporte depuis l'âge de 5 ans son mode de veille par défaut lorsqu'elle est seule et s'imaginer des scénarios interpersonnels élaborés qui sont très lucides et chargés des émotions. Elle passe jusqu'à 7 heures chaque jour dans tel état, ce qu'elle trouve énormément agréable. Pourtant, les contradictions entre son image d'elle-même fantasmée, sa solitude réelle et ses difficultés d'arrêter ses rêveries et à remplir ses obligations académiques lui ont causé une grande détresse. 2 thérapeutes qu'elle a vus il y a environ 2 ans l'ont assurée sur le fait que la rêverie était normale et lui ont suggéré de se concentrer sur d'autres problèmes dans la thérapie. Elle a senti qu'elle n'était pas aidée, alors elle a abandonné la thérapie et n'a jamais cherché de l'aide professionnelle supplémentaire. Elle appartient à un forum en ligne sur la rêverie compulsive où elle sent qu'elle reçoit la solution de beaucoup d'autres comme elle. Reçoit le soutien de beaucoup d'autres comme elle. Voilà. Alors pour vous démontrer un peu ce que est ce type de phénomène, il y a plusieurs caractéristiques principales. D'un côté, c'est la qualité et c'est la quantité. En ce qui concerne la qualité, ce sont des rêves qui sont vraiment améliorés en détail, ils ont une très haute complexité. En plus, ils sont principalement plutôt positifs. Alors on peut se demander si c'est une compensation pour des choses que les gens ont pas dans leur vie réelle. Ils sont aussi accompagnés avec des activités kinesthésiques pour initier, pour maintenir la concentration sur la rêverie. Et ce qui est aussi très important, il n'y a pas de confusion normalement entre la rêverie et la réalité. Parce que souvent les personnes reçoivent des diagnostics comme par exemple la schizophrénie, mais ce n'est pas vraiment ça, pas du tout. En plus, ce qui est très important, les individus passent jusqu'à 50% du temps de veille avec cette rêverie, alors c'est beaucoup des heures. Pour vous donner un peu plus des idées, ce sont maintenant des vignettes, par exemple sur le contenu créatif. Alors cette personne nous raconte, j'ai 35 personnages distincts dans mes rêveries. Ils ont été avec moi depuis l'enfance. Je ne me souviens pas d'un moment où mon esprit était seul avec seulement moi-même. Ils ont toujours été là. Tous mes rêveries tournent autour de ces 35 personnages. Ils vivent dans une ville fictive et voilà, il y a quelque chose de faux, je sais pas. Voilà, avec un nom fictif. Voilà. Okay. Ce qui est aussi important, ce ne sont pas seulement des petites histoires, mais très souvent, les gens rêvent d'une façon de série. Alors, comme décrit cette personne, mes rêveries sont basées sur une émission télévisée que j'ai vue quand j'avais 10 ans. Imaginez une émission de télévision qui a continué à se renouveler année après année pendant 30 ans. C'est ce que mon esprit fait depuis plus de 30 ans. Il y a eu des moments où j'ai été prise dans la rêverie pendant des jours entiers. Beaucoup de nuits, je me force de rester éveillée et ne dors pas pour que je puisse avoir mon temps de rêverie. Ici, quelques exemples pour cet aspect sensoriel, émotionnel et kinesthésique. Alors, je suis une personne très visuelle. La rêverie est quelque chose que je vois. C'est comme regarder un film. Et là, le RF, c'est la personne qui l'a raconté. Je peux me faire rire ou pleurer. Je me rends triste, mais je continue à reprendre à la mauvaise scène. C'est comme regarder un film triste. Vous le faites pour le divertissement. Cela peut vous faire pleurer, mais vous pensez toujours que c'est un bon film. Alors vous voyez cette construction, aussi construire des émotions dans le contexte des rêves. Et voilà dernièrement un exemple pour les activités que les gens utilisent pendant la rêverie. Marcher avec la musique, même chez moi, avec des allers-retours dans l'appartement.
nous avons aussi fait des études avec une grande groupe des rêveurs et ce que est assez évident avec ce groupe-là, c'est qu'ils passent quand même beaucoup de temps avec cette activité de rêve. Alors on a eu des personnes dans notre grande étude qui passent presque 70% de leur journée éveillée avec les rêveries et jusqu'à 70% dans des journées avec des hautes rêveries. Nous avons aussi juste publié une autre étude où nous avions eu des participants qui étaient moins concernés de cela, mais même eux, ils ont aussi une partie assez importante de leur jour qu'ils passent avec les rêves. Pour les deuxième groupe de caractéristiques, ce sont plutôt des choses de fonction et motifs. Alors une chose qui est très importante, c'est une expérience très gratifiante apparemment pour les participants. Alors ils aiment très très bien faire cela. Ils ont en même temps plus de désir d'être dans ce monde-là que d'être dans le monde réel. Et en plus, c'est aussi pour eux un moyen de se dégager du stress parce qu'ils veulent vraiment être dans ce monde pour ne pas être, disons, confrontés avec toutes les faiblesses et tous les problèmes qu'ils ont dans leur vie quotidienne. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup des rêves autour, une amélioration, par exemple, des amitiés, de la camaraderie, aussi des familles idéales et des expériences auto-calmantes. Je vais vous donner quelques exemples là-dessus. Cela réduit mon stress, mon anxiété tout de suite. La rêverie est quelque chose que je fais pour compenser ce qui me manque. C'est un moyen d'échapper à ce monde. Si je suis contrariée ou si quelque chose s'est passé, je peux aller d'ailleurs et passer un bon moment. Une belle rêverie, c'est comme partir en vacances. Alors vous voyez bien que ça a du potentiel de devenir un problème si on préfère rester dans les rêves à la place de se confronter avec ces problèmes réels. Et c'est exactement ça ce qui est, disons, au fond du troisième groupe des caractéristiques principales, c'est l'addiction qui est clairement décrite par les participants. Ils ne sont pas capables de s'arrêter, ils ne trouvent pas des stratégies pour stopper cela. C'est un sentiment en même temps aussi très fort d'être handicapés. Ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur les choses qu'ils devraient faire. Ils ont aussi en même temps une honte très forte parce qu'ils ne veulent pas que les autres savent qu'ils font cela. Et en même temps, bien sûr, ça donne un isolement social. Et en même temps, finalement, aussi à ces caractéristiques, ce sont des tentatives de traitement qui ne fonctionnent pas. Alors, la vignette addiction, c'est séduisante. Et un jour, j'ai réalisé que ceux qui étaient censés m'aider m'avaient piégé et je ne pouvais pas m'arrêter. Je me souviens que je ne voulais pas descendre de ma chambre parce que c'était tellement plus amusant à l'étage, allongé dans le noir, crevassant. Une autre personne nous raconte mon cas est comme celui d'un alcoolique qui connaît les conséquences de se laisser séduire par l'alcool et qui fait toujours la même chose encore et encore. Alors ils décrivent aussi cette cercle vicieuse d'un côté d'être très frustrés qu'ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, en même temps se jeter dans la rêverie, après c'est la honte, c'est la isolation. Alors vous voyez que c'est assez difficile. En même temps, il y a aussi pas mal de personnes qui nous décrivent leur dysfonctionnement. Alors ils racontent par exemple, ici dans le cas, cela m'empêche d'interagir dans le monde réel et les personnes réelles. Ma relation avec ma famille s'est détériorée car je ne leur parlais pas souvent parce que je m'enfermais dans ma chambre. Mes performances scolaires se diminuent. Je ne peux pas me concentrer sur mes études. Je manque beaucoup d'école juste pour être dans mon monde. En ce qui concerne l'isolement, on a l'impression que c'est d'un côté le cause, mais aussi la conséquence des rêveries. Alors, comme par exemple, une personne nous raconte « j'ai pas le droit d'exister ». C'est ainsi que j'ai été amenée à ressentir toute ma vie. Comme je dis, c'était le chemin. Ma rêverie m'a aussi fait ressentir une sorte de fantôme, comme si j'étais assise sur un nuage regardant tout le monde, mais ne pas vraiment la vie. Dire à quelqu'un « non, j'ai trop honte », honte qu'on me prenne pour une débile. Les gens ne peuvent pas comprendre tant qu'ils n'ont pas ce trouble. Comment ça veut dire ?
une dernière vignette sur les tentatives, cette fois, de traitement infructueux. J'ai été voir des psys, mais j'ai pas eu de traitement. Aucun conseil qui m'a vraiment aidé, à part peut-être d'être attentif à mon corps et ma respiration. Je pense que la seule manière pour moi de diminuer mes rêves, c'est tout simplement de me mettre sous antidépresseurs et anxiolytiques à des taux qui m'empêchent de penser. Un peu comme un légume, là, il m'était impossible de rêver. Assez fort, hein. Alors, si on met tout ça ensemble, on pourrait dire que les caractéristiques de MD, ce sont vraiment des aspects qui caractérisent ce type de trouble d'un côté, mais d'autre côté, il y a aussi des expériences gratifiantes et désirs qui ont comme conséquence, c'est ce que vous voyez ici en orange, dysfonctionnement, isolement, honte, dissimulation et des tentatives de traitement infructueuses. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps ce soir, alors je vais vous juste donner ça comme un autre modèle pour le MD. Il y a aussi trois parties, je ne vais pas en parler, mais ça résonne un petit peu que vous avez entendu avant. Alors, le traumatisme et la négligence, ce sont des aspects qui apparemment jouent un rôle dans le développement de ce trouble. Aussi, cette découverte d'un monde interne, mais nous pensons qu'il y a aussi, disons comme point de commence, une capacité innée pour une fantaisie. Alors, fantasy proneness, ça c'est le mot anglais. Ce sont des gens qui ont une très grande capacité à rêver, à faire des choses fantastiques, à écrire des livres et des choses comme ça. Mais on peut se demander dans quelle mesure, disons, les autres circonstances peut-être ont une influence négative. Mais nous connaissons aussi des cas où les gens sont très très inspirés par leurs rêves et ils utilisent cela pour avoir beaucoup de succès dans la vie. Alors ça, c'est une chose qui nous intéresse, c'est de voir ce qui peuvent être les facteurs qui facilitent une bonne développement à la place de développer des rêves comme cela. Alors, pour mettre ça un peu ensemble, alors jusqu'à maintenant, le MD, ce n'est pas un trouble de santé mentale accepté jusqu'à ici. Alors, vous avez vu, c'est bien un trouble assez spécifique et bien défini, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de classification il n'y a pas de classification psychiatrique à ce jour. Vous avez vu dans les extraits que les gens souffrent. Alors, c'est pas que ça leur fait tout le plaisir. Alors, pour cela, ça serait vraiment important de trouver un moyen de leur aider à arrêter ce type de rêve. En même temps, les professionnels n'ont jamais eu du contact avec ce type de trouble, parce que bien sûr, comme ce n'est pas dans les systèmes classificatoires, on n'entend pas parler de cela. Et ce que les gens reçoivent normalement comme diagnostic, c'est par exemple la schizophrénie, déficit attention hyperactivité ou des troubles obsessionnels compulsifs. Voilà. Comme nous avons eu des contacts avec des journalistes il y a pas mal de temps, on a reçu beaucoup des contacts avec des personnes qui ont ce type de trouble. Et bien sûr, maintenant, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment un trouble qui est spécifique, qui est différent des autres troubles qu'on connaisse déjà? Et là, il y avait aussi des discussions sur le fait si nous, les chercheurs, voudraient juste créer une nouvelle catégorie des maladies, des troubles. Bien sûr, on n'a pas tellement cette intention si ça ne serait pas nécessaire. Mais jusqu'à maintenant, on a l'impression que les gens souffrent, ils ont besoin de l'aide. Et c'est pour ça qu'on voudrait vraiment bien pousser vers une nouvelle nosologie pour que des thérapies soient développées. Alors, c'est un commentaire d'une personne qui a lu cet article qui disait « Bonjour, trop rêver pour moi, c'est effectivement une maladie. Je vais avoir 73 ans et voilà environ 4 ans que je lutte jour après jour pour tenter de me réinstaller dans ma vraie vie. Dire à cet âge, ça présente parfois un défi énorme, voire perdu d'avance, c'est peu dire. Après avoir entendu 1000 et 1000 fois des gens, amis thérapeutes, généralistes, parents me dire « mais tout le monde rêve, moi aussi, je rêve, c'est normal ». Je crois que vous pourriez imaginer le choc que j'avais ressenti à la découverte de votre article, de son titre et de cette belle illustration. Bien sûr que le sujet me passionne, maladie ou pas, peu importe si être confronté à cette problématique peut trouver une écoute ouverte et recevoir une aide véritablement adaptée.
Voilà, c'était un peu notre point de départ. Maintenant, en arrivant à une île, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont aussi fascinés par ce thème. Et là, voilà, vous retrouvez quelques visages dans le public. Ce sont mes collègues à une île qui s'intéressent. Nous avons aussi plusieurs personnes qui nous aident avec cela. Alors des chercheurs, et bien sûr nous avons aussi un groupe des étudiants fantastiques qui nous aident à développer ce type de recherche qui sont là en arrière, merci. Et juste pour vous donner juste 2-3 petites pistes sur ce qu'on est en train de faire. Alors nous avons jusqu'à maintenant étudié ce phénomène aussi en Israël, en hébreu, ce qui est une langue qui n'a vraiment pas des liens avec l'anglais et les autres langues. On a utilisé notre échelle. Nous avons une étude francophone en cours, en collaboration avec l'Université de Aix-Marseille. Alors si ça vous intéresse et si vous connaissez des personnes qui ont peut-être ce type de problème, venez participer s'il vous plaît. Et juste pour vous dire 2 mots sur nos prochaines étapes de recherche. Alors on est en train de commencer une étude clinique à une île où on a développé un interview fonctionnel pour essayer de mieux comprendre ce trouble et aider les personnes à identifier des pistes pour les approches thérapeutiques. Vous avez en même temps une étude en train de commencer sur les stratégies utilisées par les personnes qui ont ce trouble, parce que bien sûr, eux, comme experts, ils peuvent nous raconter ce que leur aide. Et nous avions déjà quelques pistes. Par exemple, il y a des gens qui nous racontent que avoir beaucoup des activités sociales, ça c'est quelque chose qui leur ne permet pas de se concentrer sur les rêves. En plus, nous sommes bien sûr en train de développer des approches thérapeutiques parce que c'est super important d'avancer cela aussi. Et un autre aspect qui nous fascine beaucoup, ce sont des aspects positifs sur les rêveries. Comme étant dit, il y a des personnes qui profitent beaucoup. Par exemple, il y a une fille, un compositeur, elle s'appelle Alma Deutscher. Elle compose des opéras à l'âge de 12 ans. Et elle se informe, se inspire par les rêveries. Alors elle marche dans le jardin avec une file et elle rêve des différents compositeurs et après elle utilise des thèmes, sachant que ce sont bien sûr ses propres compositions, mais elle utilise ça comme disons une moyenne pour arriver à ses compositions. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, installez-vous toutes les deux ici, peut-être. Au milieu, c'est des questions sur la... Oui, alors je vais être le... Enfin, je pense que vous avez posé la question à voix haute. Je pense que ça suffit, oui. Il y a une étude qui a été faite sur Jane. Elle a été décrite dans une étude de cas, mais on aimerait bien faire cela. Alors, si vous avez des contacts... Alors, jusqu'à maintenant, il y a juste une là-dessus, mais on aimerait très bien faire cela. Alors, si vous avez des contacts à nous offrir, on serait ravis. Là, il y a aussi pas de la recherche. C'est ce qu'on avait vu avec l'étude de Jane, cette étude de cas, que ce sont vraiment les parties dans le cerveau qui sont très actives, qui normalement sont aussi actives avec des personnes qui ont des addictions, comme par exemple des gens qui boivent. Voilà. Oui, mais ça, quand on parle de rêve, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de rêve et pas d'imagination, en fait. Parce que dans le rêve, il y a quand même, on en fait tous ici, il y a une vraie dimension d'incohérence massive, d'incompréhension, de perte de contrôle. C'est sur l'histoire un peu du mot rêve. Je pense que ce serait intéressant de vous répondre. En français, c'est l'une des seules langues romanes où il y a 2 termes pour parler de rêve. Rêve et songe. Au départ, c'était songe uniquement. Et rêve voulait dire divaguer. Vous voyez. Puis après, c'est devenu synonyme en gros vers le 18e, 19e siècle. Et là, on a vu apparaître, par exemple, le terme rêverie, le terme rêvasser aussi,
qui était un terme médical au départ. Le terme rêvassis, c'était... voilà. Et puis, hallucination hypnagogique. Et en faire le terme onirique et onirisme, c'est justement Emmanuel Régis, qui l'a apporté. Donc, je vous donne un petit historique de tous ces usages des mots. Et il y a toujours, évidemment, une ambiguïté sur le terme de rêve. Chez Nerval, par exemple, c'est une ambiguïté. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est des rêves? Est-ce que c'est des rêveries, etc. Là, je voulais juste faire cette précision. Alors nous, on a beaucoup discuté aussi sur ce qui pourrait être le bon terme pour cela. Alors en anglais, maladaptive daydreaming, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est maintenant assez établi dans la communauté. Mais bien sûr, on pourrait se demander si, par exemple, fantasy proneness ou des choses comme ça allaient mieux. Alors je pense là, on avait vraiment utilisé à la fin le mot qui était le plus connu de la communauté. Question. Dans plusieurs cas que vous avez lus, dans les témoignages, il y avait des références aux films, à la télé, chanteurs rock qu'on a vu à la télé, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent dans ce témoignage? Et en revanche ça, est-ce que ça revient dans les témoignages de ces patients, de ces patients qui, peut-être ça permet pour ces patients d'expliquer ce qui leur arrive, ou si pour vous, comme médecin, ça peut être comme une cause, par exemple. Et en rapport à ça, si je peux aussi rajouter une question qui est liée pour Jacqueline Cacroix, si dans le contexte historique, on constate cela, parce que vous avez cité des textes littéraires, mais ce sont des descriptions de rêves par des littéraires, par des écrivains littéraires. Est-ce qu'il y a des cas médicaux chez des aliénistes, décrits par les aliénistes, où il y a la littérature, par exemple, les journaux qui reviennent de la même manière que la télé et le cinéma reviendraient aujourd'hui? Oui, alors là vous avez, vous en aurez des exemples dans ce livre. C'est un journal de rêve. C'est le journal de rêve de quelqu'un qui est connu, enfin qui était un sociologue, Gabriel Tarde, et qu'on a édité donc aux éditions BHMS. Donc, alors effectivement, oui. Là, je vous ai parlé de Nerval parce que ça m'intéressait de reprendre ce texte un peu dans ce contexte et voilà bon. Mais alors, il y a eu au XIXe siècle, il y a donc des hommes. Alors, c'est plutôt des amateurs d'ailleurs. C'est pas forcément des psychiatres et c'est pas forcément des médecins. Ça peut être des philosophes, psychologues, ou ça peut être aussi des amateurs de rêve. Par exemple, le grand auteur du XIXe siècle, Alfred Maury, est un historien, mais il note ses rêves et il écrit un livre sur le sommeil et les rêves qui repose sur ces exemples de rêves. Et alors, on rêve à partir de quoi au XIXe siècle? Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, il n'y a pas la télévision, comme vous pouvez bien penser, mais en revanche, par exemple, on rêve d'après gravure. C'est-à-dire que les tableaux il n'y avait pas de reproduction de tableaux, mais en revanche, ils étaient reproduits en gravure. Donc il y a assez souvent des références aux gravures. Il y a des références aussi à la lanterne magique. Vous savez, ces instruments optiques qu'on compare au rêve. Donc on voit bien là que, après, on comparera le rêve à du cinéma, par exemple, vous voyez. À revenir à votre question sur les thèmes, et malheureusement je ne trouve pas mon slide parce que j'avais un autre, comme c'était un peu court. Cindy Rock, qui est dans notre groupe, elle a fait un codage sur nos données de cette grande étude qu'on a menée avec plus que 400 personnes qui ont ce type de troubles, et on comparait cela avec 150 personnes comme personnes contrôle. Et là on a bien trouvé 3 thèmes. Un, c'était des relations romantiques qui étaient très souvent... c'était très souvent le contenu des rêves, aussi d'avoir un meilleur soi, better self, avec être très beau, être intelligente, être je sais pas quoi, alors toutes les choses qu'on voudrait avoir si on pourrait choisir. Et en plus, la 3e catégorie, ce sont vraiment d'être une célébrité.
alors d'être un rockstar, être une chanteuse, je sais pas quoi. Et ça, c'était des thèmes qui étaient beaucoup plus souvent mentionnés par les personnes qui ont ce type de troubles versus ceux qui ont des rêveurs normales. Parce que bien sûr, ça c'est aussi un problème avec ce terme qui est aussi le normal daydreaming. Et parfois, ça cause bien sûr un peu des confusions. Mais là, on a trouvé que les normal daydreamers, ça, ce sont des personnes qui pensent à les choses qu'il faut acheter demain ou comment ils peuvent organiser l'anniversaire des enfants, des choses comme ça. Ça, c'est beaucoup plus souvent mentionné relativement à des choses qui sont vraiment plus créatives, hors du normal. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce phénomène que l'on trouve chez les personnes incarcérées pour une longue durée, notamment en phase d'isolement? Et ça, au niveau historique, il y a plein d'exemples. Et ce fameux phénomène appelé la femme du prisonnier, où ils reconstruisent une réalité compensatoire avec laquelle ils arrivent à interagir. Oui, et je trouve je pense que ça nous donne une très bel exemple de ce que la solitude peut faire. Nous avons pas mal des participants qui nous racontent qu'ils étaient, par exemple, victimes des bullying à l'école. Alors, l'isolation à l'école, par exemple. Jane, ma étudiante, elle avait une maladie qui l'empêchait d'interagir avec les autres pour pas mal de temps. Alors, elle a aussi, bien sûr, à cause de ça, créé cette monde interne avec des amis, avec tous les gens qu'elle aimait, avec lesquels elle pouvait interagir. Alors je pense que c'est un très bel exemple pour exactement cela. Alors cette réalité compensatoire que les gens se créent. Je ne sais pas si vous connaissez le film The Secret Life of Walter Mitty. Ça, c'est un film qui a été publié il y a 3 ans, je pense, qui porte sur un personnage qui est très timide, qui est très nerd, qui travaille dans un laboratoire avec des photos. Alors, il n'a pas beaucoup de contacts, il est très timide. Et lui, il se rêve d'être un Superman, de sauver le monde. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Et tout d'un coup, quand il arrive à être un peu empowered, alors de trouver ses forces, d'interagir plus avec le monde parce qu'il tombe amoureux, à ce moment-là, il arrive d'arrêter les rêves et de vraiment se plancher plus dans la vie. Alors, je pense que ça, c'est assez clair. Il y a ce lien entre les problèmes dans la vie réelle et les compensations. Et ça, c'est une chose qu'on est en train de aussi investiguer avec nos données, de voir s'il y a un lien entre les thèmes des rêves et les troubles, ou disons des problèmes que les gens ont dans leur vie réelle. Et ça m'amène à ma deuxième question. Donc, vous nous avez donné un exemple d'activité inductrice, donc de marcher en écoutant de la musique. Est-ce que vous avez d'autres exemples, peut-être un peu plus exotiques? Il y a des exemples littéraires aussi. Je voudrais quand même parler d'exemples littéraires. Vous avez dans Chateaubriand la Sylphide, dans les mémoires d'outre-tombe, il raconte qu'il se crée une femme dont il rêve et il se crée tout ce personnage. Et vous avez la fameuse fable de La Fontaine, Perrette et le pot au lait. Vous savez, c'est une laitière qui emporte du lait, puis elle s'imagine tout ce qu'il va y avoir, elle va gagner ceci et cela, etc. Puis au bout du compte, paf, elle fait tomber la cruche. Mais c'est une fable assez intéressante, puisqu'elle vous montre bien là une rêveuse diurne qui est punie pour sa rêverie diurne. Voilà. Oui, tout au fond. Qu'est-ce qui se passe quand on tente d'interrompre les gens qui sont en train de faire leur rêve mal adapté, si on peut dire? Est-ce qu'ils arrivent à en sortir ou bien est-ce qu'ils sont très embêtés comme un somnambule? Ils sont très embêtés. C'est vraiment quelque chose, parce que c'est vraiment l'activité qu'ils veulent faire. Bien sûr, c'est la honte aussi, parce qu'ils ne veulent pas être découverts. Mais on a des extraits assez fantastiques d'une femme qui raconte, elle fait semblant qu'elle a fait quelque chose pour que les gens ne comprennent pas qu'elle a fait un type de bougement qui était lié avec ses rêveries. Alors elle fait semblant d'avoir fait d'autres choses à ce moment-là, mais ils sont capables de s'en sortir, mais c'est quelque chose de très désagréable pour eux. Et il y a aussi des personnes qui nous racontent, quand ils essayent d'arrêter cela, ils se forcent à arrêter cela, ça revient avec beaucoup de force. Alors il leur faut rêver encore plus après cette phase où ils sont essayés de s'arrêter.
Alors le temps arrive à sa fin. Si vous avez une dernière question lente, exotique ou autre. J'ai juste une question. Est-ce qu'on constate sur les enfants aussi? Oui. C'était ça où j'avais un peu perdu le fil. C'est ce qu'on fait pour l'instant. On a commencé une collaboration avec une clinique au Canada, avec des personnes qui voient des enfants qui ont des tics. C'est ça ce qu'on dit, qui ont des comportements un peu étranges, et les parents y vont pour voir comment on pourrait aider l'enfant. Ça peut être n'importe quoi. Alors ça peut être jouer avec quelque chose, ça peut être de juste bouger comme ça. Et maintenant, les collègues ont l'impression que c'est peut-être à cause des rêves que les gens font ça, et ce sont vraiment les rêves qui est le symptôme primaire, et pas vraiment les tics. Alors là, on est en train de voir comment on pourrait intégrer notre approche avec leur clinique. Alors, une toute dernière, ultime question. Est-ce qu'il faut avoir des liens avec ces personnes qu'elles se font elles-mêmes des trans hypnotiques, auto-hypnotiques? Est-ce qu'il faut avoir des similitudes? Ça ressemble un peu à l'état d'hypnose. Donc, est-ce qu'elles font elles-mêmes, inconsciemment, une trans auto-hypnotique? Oui, alors c'est un peu ça ce que les gens nous racontent, qu'ils utilisent par exemple une corde ou la marche pour vraiment être capable de se mieux concentrer sur les rêves. Alors je pense qu'il y a un lien avec ça. Je peux ajouter quelque chose, parce que Tissier, dont je vous ai parlé, c'est quelqu'un qui pratique l'hypnose, et donc lui, il donne à certains moments, donc il dit que en fait les gens s'autosuggestionnent avec leurs propres rêves. Donc il emploie lui cette expression très précisément quand il parle de ces fameux captivés. Voilà. Merci à toutes et à tous pour être venus à ces différentes conférences. Merci de votre attention. Et puis la suite le 31 octobre, si vous voulez avoir un récapitulatif de comment faire pour contrôler la conscience de votre voisin, par exemple.